On dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais à en croire l'actualité, elle bégaye très fréquemment, notamment pour ce qui touche à la notion de front républicain, très souvent abordée dans les émissions politiques comme c'est dans l'air. Cette fois-ci, cette notion a été abordée sous un angle de circonstance avec les législatives de 2024, à savoir les errements des sondages. Interrogé sur cette question par Caroline Roux, Jérôme Fourquet produit une réponse un petit peu longue et technique, très argumentée. Je vous laisse le temps de mettre sur pause pour vous assurer, si vous souhaitez, que j'ai bien retranscrit ces idées. Il invoque premièrement l'intensité du front républicain qui se décline en accord d'appareil, accord ensuite validé par la population qui participe à l'élection, une participation qui serait forte, et enfin, bien évidemment, plutôt tournée contre le Rassemblement national, donc des rapports anti-RN. Autrement dit, avant ce front républicain, la victoire du RN était possible, et ce front républicain aurait constitué la surprise invoquée ici par le sondeur. Il ajoute enfin un dernier argument autour de pourcentage. Je ne reviens pas là-dessus, j'aborde très souvent la question des pourcentages exprimés, et c'était l'objet d'une autre vidéo. Ce qu'il fallait en retenir, c'était que l'électorat du Rassemblement national reste, à l'échelon national, inférieur à un tiers des inscrits. Il dispose de peu de réserves. Même s'il mobilise bien les siens, il ne gagne qu'à la faveur d'une démobilisation des autres. C'est ce qui avait été calculé précédemment à travers le passage des présidentielles 2022 aux européennes 2024. Il n'y a guère de désaccord sur ce point, même s'il faudra vérifier, pour ce qui touche aux réserves, la situation d'entre-deux tours pour les législatives. Vous pouvez voir à gauche finalement la vision que je propose, sensiblement différente de celle de l'intervenant de l'émission. D'abord et avant tout, j'insiste sur un RN qui reste structurellement faible, avec notamment donc moins d'un tiers des électeurs, peu de réserves, des disparités territoriales, et finalement le front républicain qui peut se mobiliser contre lui, mais qui reste un front républicain en miniature. Quant à ses atouts menacés en vue du T2, je précise, en vue du deuxième tour, le problème est de savoir si ses adversaires démobilisés risquent de se remobiliser, à quel point. À mon sens, la victoire du RN était très improbable, et là où je rejoins l'intervenant indiscutablement, c'est la place de la crainte. Mais est-ce qu'il s'agit plutôt d'une stratégie de communication pour conserver le pouvoir, ou est-ce que c'est une peur véritablement sérieuse en amont ? Avant toute chose, je vais faire un aparté car il s'agit de mesurer les réserves et à travers elles, les succès ou échecs de ce mouvement qui est cible de ce front républicain. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que les mouvances politiques sont peu galvanisantes, qu'il s'agisse de la gauche, de l'extrême droite ou encore des centres et diverses droites. Le paysage politique est très fragmenté et de nos jours, personne ne dépasse les 25% d'inscrits au premier tour, ce qui est assez dérisoire. Concernant ces réserves faibles du Rassemblement national et plus généralement de l'extrême droite, cela avait été évoqué avec les européennes en vue des législatives, mais il reste à envisager les situations de ces 3 millions de lepénistes qui se sont démobilisés du deuxième tour des présidentielles au premier et surtout deuxième tour des législatives. Cela ne peut pas totalement s'expliquer par les circonscriptions acquises, même si c'est sans doute un élément. L'intervenant, Jérôme Fourquet, est revenu sur la question de l'échec du Rassemblement national en apportant des arguments complémentaires. Un parti puissant sans alliés, donc toujours peu de réserve électorale, et il invoque là une idée intéressante sur laquelle il me semble utile de rebondir, c'est qu'en 2022, ce mouvement, ce parti politique, aurait obtenu des succès lors de duels. Là encore, le Front républicain intervient comme aléa inattendu et puissant, de telle sorte que, après avoir obtenu 39 sièges au premier tour de 2024, les gains ont été limités à environ 100 sièges, annoncés par l'intervenant, de fait c'est un peu moins mais peu importe, au deuxième tour, avec un taux d'échec qui correspond à 3 sur 4, compte tenu du maintien dans de très nombreuses circonscriptions. Alors si on prend l'ensemble de ces arguments, d'abord, je rappelle que le Rassemblement national est un parti très en deçà du niveau attendu pour diriger un pays comme la France, avec le suffrage uninominal majoritaire à 2 tours aux législatives et des présidentielles à 2 tours. Donc avec moins d'un tiers de l'électorat, ça reste extrêmement difficile de franchir ces paliers. Des partis plus consensuels, moins clivants, y parviennent. Nous en avons la preuve actuellement. Ils conservent peu de réserve électorale. Là-dessus, il n'y a pas énormément d'éléments à ajouter. En revanche, en 2022, pour mémoire, ils n'avaient acquis aucun
qu'un siège au premier tour, donc invoquer des succès lors de duels en 2022 pose question. Ce Front républicain a été une union de partis. Au-delà de ça, c'est précisément ce que nous allons étudier après avoir refermé cette parenthèse, donc je ne m'appesantis pas trop. Cela renvoie au progrès du RN dans l'électorat, aux limites de ces progrès en siège, et est-ce qu'il ne faut pas plutôt considérer le taux de réélection plutôt qu'un taux d'échec? Ce taux de réélection est récapitulé à travers cette fiche. En 2012, le FN à l'époque n'avait que 2 sièges, ce qui était une nouveauté depuis 1986. En 2024, au terme d'une progression qui à chaque fois a été marquée par des réélections, de plus en plus nombreuses forcément, il passe en 2022 à 89 sièges, ce qui déjà change la donne. Dès le premier tour de 2024, 37 sièges sont acquis par le RN, 2 par ses alliés. Considérant le deuxième tour, en définitive, les députés RN ont été réélus à 91% d'entre eux, sachant que l'un d'entre eux, François Thibault, ne s'est pas représenté dans sa circonscription et a été remplacé par un allié du parti, Thierry Tesson en l'occurrence. Autrement dit, dans ces duels, eh bien finalement, le RN a plutôt rencontré des succès en 2024. La question est de savoir si finalement la différence ne se fait pas à situation comparable, un petit peu litigieuse. Et donc, est-ce que ce sont des adversaires qui se sont remobilisés ou est-ce que c'est une absence de totale démobilisation des adversaires qui intervient? Est-ce que ce Front républicain a créé un mouvement, une lame de fond, ou est-ce qu'il a évité un effondrement? Cela change considérablement la perspective. Gagner des duels, d'abord et avant tout, c'est réussir à mobiliser ses réserves, et dans le cas du Rassemblement national, cela se traduit par la défaite du mouvement Reconquête, et autrement dit, par des réserves et des alliés qui ont très souvent été mobilisés dès le premier tour. Nous en avons entendu un petit peu parler avec les déboires d'Éric Ciotti, mais ces unions des extrêmes droites ont été globalement couvertes par l'union de la gauche, qui a plus surpris les médias et qui a plus occupé l'espace public. Il n'empêche donc que cette union des extrêmes droites a produit quelques effets comme constaté dès le premier tour et encore au second par des confirmations. Donc la mobilisation reste plafonnée au T2 parce que environ 3 millions de lepénistes du second tour 2022 ne sont pas déplacés, je reviendrai sur ce point, et nous retrouvons les autres éléments un petit peu litigieux. Pourquoi ces 3 millions de lepénistes ne se sont pas mobilisés lors de ces législatives qui passaient pour importantes? Je propose ici différentes pistes de réflexion. Il est sans doute possible d'en ouvrir d'autres. Ce n'est pas essentiel de trop s'attarder sur ce point. Il faut garder à l'esprit que c'est un électorat qui se limite encore à moins d'un tiers du total du corps électoral.